Pierre Ourcade, on voit ces images en direct et on ne peut pas s'empêcher au parallèle avec Dominique Strauss-Kahn. Oui, il y a beaucoup de parallèles. D'abord, on parle du même procureur, le district attorney Cyrus Vance, dont on sait qu'il avait échoué à poursuivre Dominique Strauss-Kahn, donc il a la pression. Il faut savoir qu'aux États-Unis et dans l'État de New York, un procureur s'est élu au suffrage universel. Donc il a cette pression-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, on va lui signifier donc ses charges, donc de viol et violence sexuelle. Un peu plus tard dans la journée, apparemment, mais ce n'est pas encore sûr, il va être présenté devant un juge pour plaider coupable ou non coupable. Dernier point très important, ça n'est que le début de cette affaire. Aux États-Unis, les droits de la défense sont extrêmement importants, beaucoup plus qu'en France, en l'occurrence. Il faudra passer devant un grand jury, enfin ça ne sera pas lui qui passera devant un grand jury, il y a ce qu'on appelle un grand jury à New York, qui constitue de 23 personnes, sans les avocats des parties de la défense, de Weinstein. Et c'est ce grand jury qui décide s'il y a suffisamment de charges pour poursuivre Weinstein, et pas à la majorité absolue comme dans un jury de cour d'assises, mais à la majorité simple. Alors vous parliez des points communs entre cette affaire, l'affaire DSK. Un point commun, et pas des moindres, l'avocat, célèbre avocat Ben Brafman. Oui, le même avocat en l'occurrence, spécialiste des procédures criminelles. Les parallèles avec l'affaire DSK, eh bien, en l'occurrence, est-ce qu'on va avoir le pep walk, c'est-à-dire cette marche avec les menottes? Il semble que Harvey Weinstein avait voulu éviter ça, et en fait, il a anticipé, et il se présente de lui-même pour éviter cette procédure infamante qui consiste à apparaître avec des menottes. Encadré de policiers. Encadré de policiers. Et une fois de plus, Cyrus Vance est sous pression. D'abord parce il y a déjà quelques mois, il n'avait pas poursuivi dans une autre affaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de plaignantes contre Harvey Weinstein. Donc ce coup-ci, il ne faut pas qu'il se manque. Autre point important pour ceux qui nous regardent, pour faire une comparaison entre la France et les États-Unis, on est à New York dans une procédure dite adversariale. C'est-à-dire que c'est l'État de New York contre Harvey Weinstein. Ce n'est pas un juge d'instruction qui plaide à charge et à décharge. C'est vraiment une sorte de combat de boxe à armes égales dans lequel Harvey Weinstein a beaucoup plus de droits qu'il n'en aurait en France. Donc c'est important à soulever. Lesquels, justement, ces droits ? Eh bien, d'abord... Par exemple, celui d'avoir énormément d'avocats et de payer très cher. D'abord, voilà. Ensuite, parce que le procureur doit d'abord convaincre ce grand jury qui a suffisamment de charges. Le grand jury peut très bien dire non, nous, on ne présente pas suffisamment d'éléments. Ensuite, parce que il faut prouver au-delà d'un doute raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut être sûr à 99% de sa culpabilité pour pouvoir l'accuser. Donc, la charge de la preuve est sur le procureur, elle est très lourde et c'est compliqué et difficile, notamment pour ces crimes qui sont difficiles à prouver, qui se sont produits il y a déjà plusieurs mois, et on sait que Brafman, en l'occurrence, va tout faire pour décrédibiliser les accusatrices. 2 dossiers, a priori, retenus par la justice sur une centaine d'accusations. C'est dire à quel point cette affaire est complexe. Oui, et il a fallu choisir les deux dossiers les plus solides, en l'occurrence. Une fois de plus, sérieusement, ça ne peut pas se permettre. Il y a 3 ans, il avait déjà abandonné les premières charges. Il a été très critiqué. Cette fois-ci, il ne peut pas se permettre d'échouer. Autre point qu'il est important de relever, c'est que l'État de New York a supprimé la prescription sur les crimes sexuels en 2006. Ça veut dire que des actes délictueux, voire criminels de la part d'Harvey Weinstein postérieurs ou même antérieurs d'ailleurs, ne sont pas prescrits. Le dossier ressemble étrangement à celui d'il y a 7 ans de Dominique Strauss-Kahn. On va le voir au niveau de la procédure qui va commencer. Sauf qu'a priori, Cyrus Vance va ce coup-ci essayer de poursuivre jusqu'au bout. Mais il y a vraiment beaucoup de parallèles avec Dominique Strauss-Kahn. Une fois de plus, il faut savoir qu'aux États-Unis, d'abord, il y a un droit sacré, c'est le droit au silence. On ne peut pas vous reprocher. D'abord, vous avez le droit de rester silencieux à toute étape de la procédure, et ça ne peut pas vous être reproché, on ne peut pas vous accuser d'être resté silencieux. Et
il faut également soulever le fait que les droits de la défense sont beaucoup plus importants qu'en France et que donc Harvey Weinstein a beaucoup plus de chances de se sortir de cette affaire indemne. Et puis il faut aussi relever le fait qu'on a cette action d'État de New York, mais il y a aussi une action fédérale qui est en cours, et puis il y a une action contre la société à New York d'Harvey Weinstein, et il y a également des actions qui vont pouvoir être menées en Californie, donc feu de tout bois. C'est une affaire complètement hors norme, Pierre Ourcade, cette affaire Weinstein? Oui, étant donné la personnalité du prévenu, étant donné l'ampleur des crimes sexuels et des viols qui lui sont reprochés, étant donné également sa longue carrière, c'était lui qui faisait ou défaisait les stars à Hollywood depuis des années. Et il était non seulement célèbre aux États-Unis, mais également en France, puisqu'on le voyait chaque année à Cannes. Donc c'est une figure emblématique du show business et même du milieu des affaires américain, qui est mise en accusation. Donc c'est une affaire énorme d'un point de vue judiciaire et d'un point de vue médiatique, évidemment. Une centaine d'actrices ont dénoncé des abus, Pierre Ourcade, mais finalement il n'y a que 2 dossiers, a priori, qui auraient été retenus par la justice américaine. Oui, parce qu'il faut les choisir avec beaucoup de précautions. On avait vu l'affaire DSK, c'est vrai que l'investiture de l'eau n'était pas du tout crédible. Donc Cyrus Vance a dû sélectionner avec beaucoup de précautions les plaignantes pour enfin arriver à mener un procès à son terme, puisqu'il a échoué, et cela a été beaucoup reproché dans l'affaire DSK il y a 7 ans. Il faut aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une procédure accusatoire, l'État de New York contre Harvey Weinstein, et ça bénéficie... c'est plutôt une bonne nouvelle pour Harvey Weinstein parce qu'il va avoir des moyens puissants, des avocats chevronnés et qui sont vraiment à égalité. Contrairement à la France, où vous avez un juge d'instruction qui plaide à charge et à décharge. Là, c'est un combat de boxe à armes égales et je dirais même que la défense est peut-être même plus forte parce que les avocats de la défense, d'abord, il ne va pas y avoir, à mon avis, du Braffman, il va s'entourer d'une autre équipe, et que Harvey Weinstein a les moyens de se payer une armada d'avocats chevronnés. Si vous avez beaucoup d'argent aux États-Unis, vous pouvez vous payer des avocats chevronnés, et en effet, vous avez plus de chances d'être exonéré. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'Amérique, c'est un pays d'excès. Donc Harvey Weinstein, pendant 30 ans, a été le dieu de Hollywood, qui a régné sur la carrière de toutes ces actrices. Et puis là, on ouvre la boîte de Pandore, et on va rentrer dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il va être voué aux gémonies, il va être poursuivi et il risque d'être condamné assez lourdement, bien que les peines pour viol à New York... C'est la question qu'on se pose en fait. Alors, d'après donc les informations dont je dispose, on parle de 10 ans de prison. On n'est pas quand même sur 20 ou 25 ans de prison comme en France, en tout cas dans l'État de New York. Mais une fois de plus, il faut relever le fait qu'il y a l'État de New York qui va l'attaquer, il y a l'État fédéral qui peut être plus dur, hein. qui est plus dur, et les peines sont également plus dures. La procédure est certes différente, mais les peines sont plus élevées. Et puis, il est aussi vraisemblable qu'il soit attaqué par l'État de Californie. Donc, il y a 3 fronts. État de New York, État de Californie, État fédéral. Et j'ajoute même au civil, parce qu'au civil, c'est presque pire pour lui. Jusqu'à Londres, en effet. Alors ça, c'est aussi très différent de la situation française. On parle de 2 procédures différentes. Ouais, tout à fait. Au pénal, il faut être condamné au-delà d'un doute raisonnable, 99% de chances qu'il soit coupable. Au civil, prépondérance des preuves, 51%. Ça veut dire que s'il y a donc un peu plus de chances qu'il soit coupable qu'il ne le soit pas, il peut être condamné, et là, à de très très lourdes en fait, peines, il peut être ruiné. de très lourdes amendes. Il peut être complètement ruiné. Ces avocats auraient déjà négocié pour lui sa remise en liberté, expliquez-nous. A priori, il aurait négocié 3 choses. D'abord, une remise en liberté sous caution, on parle d'1 million de dollars, avec un bracelet électronique et la remise de son passeport, tout comme ça s'était passé avec Dominique Strauss-Kahn, pour éviter qu'il ne... Je ne pense pas qu'il viendra en France. Mais en Suisse, peut-être. Il a essayé. Oui, il a essayé. Il faut aussi parler d'un autre cas un peu similaire, c'est Roman Polanski, qui a évadé, qui s'est évadé et qui est élu de la justice américaine depuis plus de 30 ans. Mais la justice américaine est toujours sur le dossier. En effet, il y a cet aspect
protestant de la culture américaine, et la pire insulte que vous pouvez lancer à quelqu'un, c'est menteur. Ouais. En France, menteur, c'est pas très grave. L'intérêt, les débats du Mais procès Clinton et de l'affaire Clinton Si et on, Monica Lewinsky. si on vous accuse d'être un liar, d'être un menteur, c'est une accusation très grave. Et il faut rajouter également dans ce dossier, on a quoi? On a argent et sexe. Donc les médias s'emparent évidemment de ce dossier. Il y a tous les éléments pour en faire une bombe médiatique. Et puis, quel est l'interlocuteur qui va dire à M. Weinstein, suivez-moi monsieur et nous allons ici? Pas Cyrus Vance. Non, ça oui, on l'aura reconnu maintenant. Un Procureur de assistant, New York. un district attorney assistant, pas une secrétaire non plus. Donc voilà, donc un assistant du procureur. Un assistant du procureur, tout simplement. Et comment ça va se passer pour lui ensuite? Quelles vont être On les va étapes l'amener dans le bureau de Cyrus Vance. On va lui Il y a signifier. une voiture qui est en train d'arriver, Voilà, qui il pourrait arrive. être celle d'Harvey Weinstein. On va lui Ça, signifier ça ressemble son inculpation et on va lui dire il faut revenir cet après-midi ou demain pour que vous puissiez plaider coupable ou non coupable. Alors je ne sais pas si c'est lui, apparemment oui. Rien n'est laissé au hasard, évidemment. Il y a Pierre bien Bourcade. évidemment une stratégie juridique, ça c'est une évidence, mais il y a également une stratégie médiatique, puisqu'on connaît la puissance des médias américains, et notamment des médias new-yorkais comme... et là, je ne parle pas de la presse sérieuse type New York Times, je vous parle de New York Post, qui est plutôt pas de la presse de caniveau, mais de la presse de potin. C'est cette presse-là qui va faire des unes infamantes, telles que ça s'était produit lors de l'affaire DSK. Donc les médias, c'est du pain béni pour les médias, parce que tous ces journaux vont exploser leur tirage. Les chaînes d'information comme la vôtre, que ce soit CNN, Fox News, etc., vont également exploser leur audimat. Ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est quand vous achetez le New York Post, vous avez une boîte, vous ouvrez, elle est ouverte cette boîte, vous prenez votre journal et puis vous mettrez vos 25 cents après. Oui. Donc, parce qu'on considère que vous n'allez pas partir avec 50 exemplaires sans les payer. Il est à l'intérieur du siège de la police new-yorkaise. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour On lui va lui expliquer ce qu'on lui reproche déjà. Donc il va avoir, là aussi, contrairement à la France, il va avoir accès à son dossier. Son avocat va avoir accès à son dossier. On va lui détailler précisément les charges qui pèsent contre lui et ce que le procureur entend faire. Ensuite, on va fixer, c'est pas dans les minutes qui viennent qu'il va plaider coupable ou non coupable. On va lui le convoquer peut-être, d'après ce que j'ai entendu cet après-midi, ou peut-être demain, pour une audience, où là, vous avez ce qu'on appelle le pli. Il va là plaider coupable ou non coupable. Vraisemblablement, il va plaider non coupable, parce que c'est la stratégie d'Harvey Weinstein, c'est plaider non coupable pour mener ce combat juridique. Aux États-Unis, les avocats vous conseillent non seulement au point de vue juridique, mais au point de vue médiatique. Donc il est évidemment, d'abord, lui-même, étant issu quand même du show business, il sait comment se comporter. Je doute qu'il ait eu le temps de beaucoup bouquiner une fois rentré chez le procureur, mais en effet, le fait d'arriver avec un livre, avec cette tenue, tout ça, on va commenter est aussi calculé. son attitude. Il baisse pas spécialement la tête, il garde la tête droite, il a un pas Alors, il est ferme, assez lent, il prend le temps. Il n'est pas souriant parce que ça Il est pas aurait souriant, apparu comme ça aurait été- de la légèreté. Et parce que c'est très sérieux aux États-Unis. Et puis les accusations qui pèsent contre lui sont très sérieuses. Alors justement, il y a plusieurs accusatrices et au final, 2 dossiers, 3 affaires étudiées, 2 dossiers qui vont être retenus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer pourquoi, au milieu de ces dizaines et dizaines d'accusatrices, on retient 2 accusations très précises? D'abord, ce sont des crimes sexuels qui se sont produits il y a plusieurs années. Donc les souvenirs s'estompent, les témoins sont plus ou moins fiables. Donc il a fallu choisir. Ensuite, parce que Cyrus Vance ne peut pas se rater, comme il l'a déjà fait à l'époque du dossier DSK. Le procureur de New York. Le procureur de New York. Et donc, il a dû sélectionner avec grand soin les 2 plaignantes les plus crédibles, parce que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Donc, ce système adversarial, enfin... accusatoire, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez votre témoin qui est interrogé d'abord par son propre avocat et ensuite qui est mis sur le grill, ça s'appelle la cross-examination, qui est interrogé par la partie adverse, c'est-à-dire par les avocats d'Harvey Weinstein. Donc si vous avez une plaignante qui ne tient pas la route, parce qu'elle peut être assise dans le box des plaignants pendant plusieurs jours, être mise sur le grill, être
questionné à tort et à travers pendant plusieurs jours par les avocats d'Harvey Weinstein dans le but de la détruire. Donc Cyrus Vance, il a intérêt à choisir des plaignantes solides, crédibles, psychologiquement prêtes à être assaillies de questions sur leur passé, sur la véracité de leurs propos. C'est donc un procès qui peut durer des mois, voire des années. Il faut bien aussi avoir ça à l'esprit et s'y préparer. Et étant donné ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le nombre de témoins, le nombre de cross-examination, donc d'interrogatoires croisés qui vont se produire, les incidents d'audience qui peuvent intervenir également, on est parti pour un procès qui va durer plusieurs mois. Si procès il y a, évidemment. Parce qu'il peut, alors moi ça me paraît extrêmement peu probable, mais on peut toujours négocier. Aux États-Unis, vous pouvez négocier avec le procureur. toutes les étapes de la procédure. C'est-à-dire, je plaide coupable et en échange, vous me donnez 3 ans avec sursis. Voilà. Donc ça, c'est toujours possible aux États-Unis. Je doute qu'il le fasse vu la sévérité des charges qui pèsent contre lui. Alors là, on est pour l'aspect pénal, mais il y a aussi des plaintes au civil Voilà. à New York, mais pas que. Il y a aussi des plaintes à Los Angeles, en Californie, et à Londres également. Et alors au civil, vous pouvez demander ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire que ça s'appelle des dommages punitifs. Et même si vous n'avez pas été condamné au pénal, par exemple, je prends l'exemple d'O.J. Simpson, d'accord, qui avait été acquitté du meurtre de son épouse et de son compagnon, acquitté au pénal, mais il n'était pas sorti d'affaire pour autant, puisqu'au civil, alors il a été condamné au pénal ultérieurement, mais ça c'est différent. Mais en tout cas, il avait été acquitté au niveau pénal et au niveau civil, il a été condamné à payer des sommes extravagantes. Quand on se rate au pénal, c'est-à-dire que l'accusé est acquitté, on a une deuxième chance de le condamner en tapant au niveau du portefeuille et de le ruiner en effet. Donc voilà, donc deuxième chance. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans cette affaire. Moi j'ai des avec le confrères fameux hashtag, avocats pénalistes new-yorkais, donc américains, qui m'ont expliqué en effet qu'ils s'étaient entourés de communicants depuis quelques années, vu la prolifération des réseaux sociaux, puisque tout ça peut avoir une influence sur les jurys. On sait quand même aux États-Unis que les jurys, quand donc un jury populaire est désigné, il est complètement isolé. Que ce soit télévision, téléphone portable, etc. Et ça pendant plusieurs mois. C'est d'ailleurs très pénible quand on est juré américain. En France, on a coutume de dire que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est moins vrai aux États-Unis. Et je dirais même que si vous êtes très puissant et très fortuné, les procureurs ont tendance à vous attaquer encore plus fort. Parce que on aime beaucoup aux États-Unis déboulonner les icônes. C'est vrai. Harvey Weinstein, c'est une icône, en effet plus new-yorkaise que californienne, bien que l'industrie du cinéma, ça se passe à Los Angeles, à Hollywood. Et à la fois la presse et le procureur ne verraient pas d'un mauvais œil la chute d'Harvey Weinstein. Encore fallait-il qu'ils en aient les moyens, et c'est ce qui justement est en train de se jouer en ce moment même devant un. Mais je le rappelle, c'est un combat très difficile pour le procureur. Les droits de la défense sont beaucoup plus forts qu'en France. On peut décrédibiliser les plaignantes. Ça peut durer des mois. Et rien n'est moins sûr qu'une condamnation d'Harvey Weinstein. Il faut le rappeler. Et une étape très importante, ça va être l'étape du grand jury. Ce fameux grand jury, donc composé jusqu'à 23 personnes. Les avocats de la défense n'interviennent pas. Ils sont avec un juge. On leur présente les faits et c'est ce grand jury. Aux États-Unis, tout ça, c'est toujours le peuple qui décide. C'est ce jury populaire. Ils ont d'ailleurs volé ce terme parce que le grand jury, ça vient du mot français juré. C'est ce grand jury qui peut décider donc à la majorité absolue, mais à la majorité relative. Eh bien, oui, nous avons suffisamment d'éléments pour poursuivre Harvey Weinstein, ou bien non, nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments. Alors ça s'agite un petit peu devant le siège de la police new-yorkaise. On ne sait pas s'il y aura une prise de parole dans les prochaines minutes, mais on suivra ça évidemment en direct sur BFM TV, voir si Harvey Weinstein va sortir de ce commissariat. Il se passe quoi en ce moment à l'intérieur du commissariat Pierre Ourcade? On est en train de lui expliquer tout simplement ce qu'on lui reproche, en présence toujours aux États-Unis de son avocat. On lui détaille les charges qui pèsent contre lui. On lui explique vraisemblablement qu'il va y avoir, il va
d'ailleurs y avoir cette fameuse audience qui va être également très médiatisée et sans doute sous les caméras, où il va plaider coupable ou non coupable. On va lui dire, voilà, ça va se passer à tel endroit et à telle heure. Ça sera dans les prochaines minutes, dans les heures qui viennent. Possible. Je pense que ça pourrait intervenir aujourd'hui, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Dans des cas, ça avait été le lendemain. Et je ne suis pas à l'intérieur du bureau du district attorney. Mais enfin, le gros de la chose, c'est qu'on est en train de lui expliquer en détail, précisément, les charges qui pèsent contre lui et ce qu'on lui reproche. Tout ça, d'ailleurs, on le voit à l'instant à l'écran, tout ça va être télévisé. Si procès il va être télévisé. Donc vous pensez bien que les médias américains se frottent les mains, parce que là aussi, ils vont battre des records d'audience. Oui, parce que les Américains n'ont pas cette pudeur de gazelle, comme disait Jean-Luc vis-à-vis des médias. À partir du moment où vous considérez qu'un procès est public, Ben voilà. et que donc vous pouvez avoir 30 personnes dans une Surtout salle, que c'est le procès du les peuple. Américains raisonnent de la manière suivante. Si je peux admettre 30 personnes, enfin accueillir 30 personnes dans la salle d'audience, je peux également en accueillir 30 millions par l'intermédiaire des médias. En France, on n'en est pas encore arrivé là, mais quelque part c'est un peu ambigu, puisque vous pouvez aller assister à un procès pénal en France en vous y rendant, mais pas sur votre écran de télévision. Les Américains adorent les procès médiatiques. D'ailleurs, je vous invite à regarder de nouveau, parce que je suis sûr que vous l'avez déjà vu, 12 hommes en colère. 12 hommes en colère est un film qui explique extrêmement bien comment se passent les délibérations d'un jury populaire. Le point, Pierre Ourcade, on évoquait avec Jean-Bernard Cagny à l'instant les similitudes avec l'affaire de ministre Strauss-Kahn. Il y a aussi une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale. Il y a beaucoup de similitudes, en effet, mais il y a une différence fondamentale. C'est que Dominique Strauss-Kahn était un parfait inconnu aux États-Unis et que les Américains ne connaissaient pas. Plus le poste que la personne. Mais même les Américains ne connaissent pas la Banque mondiale. Les Américains ne sont pas très. C'est le FMI. Le FMI, pardon. Les Américains ne sont pas très cultivés. Dominique Strauss-Kahn, il était complètement inconnu, mais il avait un tort, c'est celui d'être français à une époque où on était très très mal vu aux États-Unis. Ça s'est amélioré depuis. Donc il y a quand même cette différence-là. On parle d'Harvey Weinstein, que tout le monde connaît aux États-Unis, dont tout le monde a vu donc les films qu'il a produits, qui est une icône. Donc ça, c'est la grosse différence. Dominique Strauss-Kahn, personne ne savait qui c'était aux États-Unis. Il faut aussi noter, il ne faut pas se voiler la face, qu'il peut aussi y avoir des relents antisémites. Parce que Harvey Weinstein est quand même une figure première. Et c'est un protestant qui vous parle, donc proche de cette communauté. Pas jugement, effectivement, il fait partie d'une case qui est souvent montrée du doigt comme étant toute puissante et protégée. Absolument, voilà, à qui on reproche à tort de contrôler à la fois les médias, le cinéma et tout ça. Donc il y a cet élément. Mais cet élément ne rentrera pas en compte aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le racisme, bien qu'il soit, François Durper ne me comptera pas, toujours présent, mais le racisme et l'antisémitisme, ce sont vraiment des sujets tabous. Tout ce qui nous vient des États-Unis nous arrive à quelques années de retard, en bien ou en mal. Là, vous parlez des cheerleaders, les pom-pom girls. Mais en France, on parle de supprimer les hôtesses du Tour de France. Donc ça relève du salon de raisonnement. l'automobile. Ou les grillers aussi sur les Formule 1. Et on va avoir une américanisation, je le crois, on va avoir une américanisation au fil des années de la justice française. Les Français sont déjà familiers avec la justice américaine parce qu'ils regardent les séries américaines donc qui sont très populaires. Donc on sait ce qu'est une cross-examination, on voit ça dans toutes les séries américaines. Donc les Français coupable ou non coupable en France, alors qu'on n'a pas besoin devant des juges effarés qui disent on les appelle votre honneur. Autre point juridique très important aux États-Unis, 95% de ce type d'affaires se termine par un accord. Vous pouvez faire un deal, c'est un contrat, vous faites un accord avec le procureur. Ok, je plaide coupable, et toi, procureur, tu me donnes 2 ou 3 ans. Harvey Weinstein, il est considéré comme un accusé, un futur inculpé, comme les autres. On prend ses empreintes, il va être pris en photo. Comment ça se passe? Oui, traitement égal. Donc on prend ses empreintes digitales, sa photo de face et de profil. Et je vous parie que cette photo de face et de profil, vous savez, la fameuse photo avec derrière la graduation et tout ça, on va la voir arriver sur Internet dans quelques minutes, voire dans quelques heures, et que c'est ça qui fera la une de la presse populaire New York Post et autres demain matin, avec en effet des jeux de mots, des unes frappantes et des tirages de cette presse populaire qui vont exploser. En effet, cette presse peut être sérieuse, mais au niveau international... Ah non, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, on est bien d'accord. Puis c'est une
presse qui est beaucoup plus facile à lire, qui est beaucoup plus proche du public. Lire le New York Times, d'abord, il faut quand on est français, il faut bien maîtriser l'anglais. C'est de l'anglais d'Oxford, c'est très bien rédigé. Lire le New York Post, ce sont des unes, des accroches. Bac pour y arriver. Voilà, des accroches assez faciles. Donc, c'est plus facile à lire, on va dire. Elle a débuté il y a 7 mois, cette affaire. Le scandale a éclaté il y a 7 mois. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on a l'impression que ça s'accélère enfin? Parce qu'il a fallu le temps de la réflexion, le temps de l'analyse par le procureur Cyrus Vance, entre parenthèses, dont le père était célèbre, ministre, secrétaire d'État de Ronald Reagan. Voilà. Donc Cyrus Vance, on l'a dit tout à l'heure, et François l'a justement souligné, il est élu, donc il a un électorat à satisfaire, un électorat qui a été déçu, mais pas tellement dans l'histoire de DSK, parce que DSK, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était inconnu, mais malgré tout, il ne peut pas se permettre, sur ce dossier-là, de passer à côté, de choisir les mauvaises plaignantes, de voir ces plaignantes démolies lors d'un procès. Pour lui, ça serait extrêmement dommageable, et ça pourrait d'ailleurs signifier la fin de sa carrière. Les Français sont toujours très surpris parce que quand vous arrivez aux États-Unis, on vous demande est-ce que vous avez prévu de tuer ou d'assassiner le président des États-Unis. Ça paraît ridicule. Mais pourquoi est-ce qu'on le demande? Parce que si vous cochez la phrase, la case non, je n'ai pas prévu, si on veut vous attaquer plus tard pour d'autres faits, eh ben vous avez menti. Et comme aux États-Unis, liar, c'est une accusation très grave, on va se servir de ce formulaire pour vous inculper sur d'autres faits. Vous avez menti, en fait, sur ce point-là, donc... Vous pouvez mentir sur autre chose. C'est pour cette raison qu'il y a seulement 2 dossiers qui ont été retenus, finalement. Oui, non, il a fallu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu les sélectionner avec choix. D'ailleurs, je pense que, justement, ce sont deux dossiers qui ont toutes les chances d'être solides, parce qu'il a pris plusieurs mois... il en avait pléthore, il en a pris 2. Vous pensez bien que les 2 qu'il a choisis... Avec des enquêteurs, on le sait, qui se sont rendus à Londres, qui se sont rendus au Canada. On a essayé d'étayer... Il ne va pas commettre la même erreur 2 fois. L'erreur qu'il a commise avec DSK, avec Nafissatou Diallo, il ne va pas la commettre une 2e fois. Ce coup-ci, ils ont préparé, ils ont testé, ils sont allés chercher dans le passé, parce qu'on sait que les avocats d'Harvey Weinstein vont essayer de les démolir, d'aller chercher dans leur passé. Donc vous pensez bien qu'elles sont passées par des critères, par une grille d'analyse pour être convaincues qu'elles vont pouvoir tenir le choc. Quand vous allez voter aux États-Unis, par exemple, pour les élections présidentielles, vous avez une grille, vous votez non seulement pour le président, mais vous votez également pour le shérif local, vous votez pour le district attorney, vous votez pour tout un tas de référendums, par exemple sur la marijuana. Vous votez pour 50 choses à la fois le même jour. Donc les États-Unis sont en ce sens plus démocratiques, puisque les référendums d'initiative populaire, par exemple, sont très populaires. Vous pouvez également rappeler, c'est-à-dire faire démissionner un gouverneur, ça s'est produit en Californie. Harvey Weinstein s'est entouré d'une véritable armada d'avocats. Ça fait 7 mois que ce scandale a éclaté. Il a eu donc bien le temps de préparer sa défense et de peaufiner sa stratégie. Oui, on imagine que les avocats, en effet, ont préparé la stratégie et que c'est pas hier ou ce matin qu'ils ont mis au point leur réponse. Le fait de se rendre fait d'ailleurs également partie de cette stratégie. Bien sûr. Tout ça fait partie des conseils qu'a dû recevoir Harvey Weinstein de ses avocats. Donc le choix de l'avocat Brofman qui avait défendu DSK n'est pas anodin non plus. Et puis Harvey Weinstein, il ne faut pas se leurrer, il a les moyens de se payer en effet, de s'offrir une armada d'avocats, et on sait que ça compte beaucoup aux États-Unis. Si vous avez un avocat commis d'office aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chances d'être contraint à négocier avec le procureur. Si vous avez une armada d'avocats chevronnés tels que Harvey Weinstein en a une, vous pouvez batailler pendant des mois, prendre des experts. Tout ça, ça coûte très cher. Donc vous pouvez prendre des experts, des spécialistes des différents domaines qui pourront être affectés par ce dossier. Donc l'argent fait une différence conséquente. Ce qu'il faut aussi relever et noter, c'est qu'il ne passera vraisemblablement pas sa nuit
en prison ce soir. On se souvient que DSK avait été incarcéré à Rikers Island parce qu'il y avait un danger de fuite. Parce qu'on l'avait finalement intercepté alors qu'il était dans un avion et qu'il était français. Il est peu probable qu'Harvey Weinstein s'enfuit. Donc il va payer. Et c'est très fréquent d'ailleurs aux États-Unis. En France, les prévenus sont très souvent incarcérés en attente de leur procès. L'immense majorité des accusés aux États-Unis payent une caution conséquente. On parle d'1 million de dollars, d'un bracelet électronique, ce sont des choses comme ça. Voilà, il va payer évidemment assez facilement ce million de dollars et il va être, sauf coup de théâtre, il sera en liberté surveillée. Hein. Et tout ça, ça a déjà été négocié en amont par ses avocats. Disons qu'en fait... Pas forcément. Non. Ça peut être... pas forcément, parce que les contacts, si vous voulez, officiels entre le procureur et les avocats, ça commence aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a eu des contacts non officiels? C'est peu probable, parce qu'au niveau procédure, ça constitue une faute de la part du procureur. Donc je pense que c'est ce matin que tout ça a été expliqué, et c'est ce matin que l'on a débattu de tout ça. 4 chefs d'inculpation retenus, finalement, c'est plutôt ce qu'on attendait dans cette affaire. Pas de surprise, on s'attendait en effet à ces 4 chefs d'accusation. Donc, on va les rappeler: viol, agression sexuelle, harcèlement, mauvaise conduite sexuelle. Du plus grave au moins grave, en effet. Le viol étant le plus grave. Mais c'est en effet les charges auxquelles nous nous attendions. Donc nous ne sommes pas surpris. Harvey Weinstein est en train de sortir du siège de la police de New York. Les mains dans le dos, menottées. Donc visiblement, même si on n'a pas vu ses mains, évidemment, face aux caméras qui sont là devant le siège de la police de New York. Menotté, il est monté de nouveau dans sa voiture. Il va être conduit au palais de justice, visiblement. Ah, s'il est menotté, oui. S'il est menotté, c'est sérieux. Ça veut dire qu'en effet, il va être conduit au palais de justice. On va lui retirer ses menottes, évidemment, quand il va apparaître devant le juge pour le fameux plaider coupable ou non coupable. Et il apparaît évidemment très probable, voire évident, qu'il va plaider non coupable. Cyrus Vance a décidé de marquer des points dès le début. Et là, il marque des points. Alors les menottes, en fait, s'il les avait mis devant, on les aurait vues de manière plus évidente. Tandis que là, on les a pas vraiment aperçus. On les désigne, en effet. Toujours est-il qu'il était apparemment menotté, donc ce qui est tout à fait logique. Cyrus Vance, le procureur de New York, qui a été quand même très critiqué dans cette affaire. Oui, il a beaucoup à perdre, puisqu'il a subi des échecs, on l'a dit, il y a déjà 2 ans. Il y a le précédent DSK. Une fois de plus, il ne peut pas se permettre, sur ce dossier qui a un tel retentissement médiatique, avec une personnalité tellement explosée telle que celle d'Harvey Weinstein, Cyrus Vance ne peut pas se permettre de rater, entre guillemets, ce dossier. On revoit cette image donc extrêmement forte, Harvey Weinstein soutenu, les mains dans le dos et menotté, qui va donc après 5 ou 6 mètres devant les caméras du monde entier s'engouffrer dans cette voiture, direction le palais de justice. C'est ça, Pierre Rocade? Oui, direction le palais de justice, parce qu'on lui met pas les menottes pour qu'il rentre à la maison, hein, par définition. Par ailleurs, il vient de sourire, ce qui est une très grave erreur, à mon avis. Oui, c'est une erreur de communication. On lui met les menottes parce qu'on va le conduire au tribunal. Alors ça s'appelle Supreme Court, ce qui est faux amis en anglais. C'est pas une Cour suprême. Cette photo-là de son sourire furtif et sans doute aussi la photo qui va sortir, ça s'appelle un mugshot, sa fameuse photo, vous savez, comme ça, et puis de profil, ça pourrait aussi sortir dans les médias américains. Que se passe-t-il en ce moment? Enfin, en dehors du trajet, que va-t-il se passer? Je repose ma question dans les prochaines minutes quand il va arriver. Alors, on va lui indiquer l'heure à laquelle il va comparaître devant un juge, donc un juge new-yorkais. L'audience risque d'être très brève, dans la mesure où on va lui demander de se lever. On va lui indiquer donc les charges qui pèsent contre lui, et on va lui dire, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable, monsieur? Il va dire, je plaide non coupable. Ok, au revoir monsieur. Et dans la mesure où il a payé sa caution et qu'il a passé des accords avec le procureur pour rentrer chez lui, il pourra rentrer chez lui dès ce soir, sous contrôle judiciaire, avec apparemment un bracelet électronique, et en ayant évidemment versé cette caution dont on parle, qui serait de l'ordre d'1 million de dollars, ce qui apparaît cohérent par rapport à la gravité des charges qui pèsent contre lui.